l'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Et vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Renaud Epstein pour son coup d'œil sur l'actualité. Renaud Epstein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une petite présentation s'impose. Renaud Epstein, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain. Vous avez été maître de conférences en sciences politiques à Nantes, puis à Sciences Po Saint-Germain. Vous avez soutenu votre thèse qui s'intéressait à la question de la rénovation urbaine, au rôle de l'ANRU et plus spécifiquement à la question des quartiers populaires. Et le grand public vous connaît aussi pour un travail original puisque vous avez rassemblé une série de cartes postales qui retracent l'histoire de ces grands ensembles. Et c'est d'ailleurs le propos d'un ouvrage qu'on ne saurait trop conseiller à nos auditeurs. On est bien arrivé, qui a d'ailleurs donné lieu à une exposition aux rencontres de la photographie d'Arles. Alors Renaud Epstein, une question personnelle d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question des quartiers populaires ? Pour dire la vérité, c'est une forme de hasard. Moi, je terminais mon DEA, le M2 de l'époque, et je cherchais un terrain, et je cherchais surtout un terrain financé. J'avais besoin d'argent, comme pas mal d'étudiants, et Michel Crozier, qui était encore le directeur du cycle de sociologie dans lequel je faisais mon DEA, avait obtenu une proposition d'étude. Il dit: est-ce que ça intéresse quelqu'un d'aller regarder, d'aller faire un travail rémunéré sur la coordination entre services de l'État autour d'un projet de DSQ à Roubaix. Moi, je dis voilà, c'est rémunéré, pourquoi pas, je vais aller voir. Et c'est comme ça, forme de hasard, même, ça m'a amené à m'intéresser dès le début des années 90 à la politique de la ville, au quartier de grands ensembles, et ça fait maintenant 30 ans. Le hasard fait donc bien les choses. Et dans certains cas. Et alors du coup, vous le disiez, vous êtes concentré au cours de ces 30 dernières années sur la thématique des quartiers populaires, et on aimerait vous entendre justement, donc on est ici sur Radio Anthropocène. Est-ce que vous pourriez nous préciser peut-être rapidement un petit peu un historique des enjeux qui se sont posés à ces territoires et des politiques qui ont été menées à leur égard? Alors, pour faire les choses très rapidement, parce que c'est compliqué de résumer en quelques mots un demi-siècle ou même un peu plus d'histoire de ces quartiers et 40 ans d'histoire de la politique de la ville. Mais pour aller très très vite et poser quelques bornes temporelles, ces quartiers de grands... oui, parce que vous avez dit quartiers populaires. C'est vrai que moi je m'intéresse pas à tous les quartiers populaires, mais plus spécifiquement aux grands ensembles d'habitat social qui font l'objet d'une politique spécifique de l'État qu'on appelle la politique de la ville. Ces grands ensembles, ils ont une histoire qui pour aller très vite, est celle de leur construction au moment de la reconstruction de la France, dans une période assez courte d'une vingtaine d'années qui va de 1953 pour aller vite jusqu'à la décision par l'État d'arrêter leur construction au tout début des années 70, et dès la fin des années 70, le début des années 80, face à la concentration dans ces quartiers d'un certain nombre de manifestations de la crise sociale, ce qu'on a pu appeler par la suite de l'exclusion socio-spatiale, la mise en place dans les années 80 d'une politique de développement social des quartiers, ce qu'on appellera par la suite la politique de la ville, qui s'est déployée depuis une quarantaine d'années avec, je dirais, une inflexion principale qui s'est manifestée au début des années 2000 avec le lancement d'un très vaste programme national de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction, ce qui fait que des quartiers qui ont véritablement commencé à être construits aux alentours, avec le plan courant en 53, un demi-siècle plus tard, l'État qui avait organisé la construction de ces grands ensembles a commencé, à partir de 2003, à organiser leur démolition. Et si on voulait aller jusqu'au bout de l'histoire, moi je tendance à dire que depuis 2003 on est là-dedans, et puis depuis une dizaine d'années on est dans une nouvelle phase qui est, du point de vue des politiques qui sont menées, c'est un peu l'approlongement de la période précédente, mais du point de vue de l'affichage politique, on est depuis les Gilets jaunes, depuis avant le succès de la thématique de la France périphérique, dans une grande difficulté pour le pouvoir politique à afficher une ambition pour ces quartiers, voire même à afficher une politique pour ces quartiers, avec toujours aussi cette crainte en disant que
on met en place une politique spécifique en direction de quartiers qui concentrent toutes les difficultés sociales, la crainte de susciter le ressentiment de cette autre France, plus éloignée des métropoles, la France des sous-préfectures, la France du rural, qui est désormais convaincue qu'on en met des milliards pour les banlieues pendant que d'autres territoires souffrent et ne bénéficient d'aucune attention de l'État. Voilà pour un résumé bien trop sommaire de l'histoire de la politique de la ville. Et pour revenir sur ces évolutions récentes, qu'elles soient politiques, économiques, environnementales, est-ce que la transition, ou plutôt l'entrée dans cette ère qu'est l'Anthropocène, a pu faire évoluer ces différentes politiques qui sont menées depuis presque 40 ans, ou à minima viennent poser les enjeux de manière un peu différente, différenciée par rapport à ce qu'on connaissait avant jusqu'à 2003-2010 ? Alors, j'aurais aimé pouvoir vous répondre positivement, dire qu'il y a eu une évolution en la matière. D'un point de vue discursif, ça fait un moment que ces enjeux sont posés sur l'agenda de la politique de la ville. J'en veux pour preuve la loi Borloo, la loi de 2003 qui a lancé le programme de rénovation urbaine. La loi dit on mobilise des milliards d'euros pour organiser la démolition-reconstruction autour de 2 objectifs. Et les 2 objectifs qui sont annoncés de mémoire dès l'article 1er de la loi, c'est mixité sociale et développement durable. De fait, depuis 2003, la mixité sociale a été l'objectif central de ces politiques. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais c'était bien en tout cas l'objectif. L'objectif de développement durable a été quasiment oublié. Et plus récemment, comme toutes les politiques publiques, la politique de rénovation urbaine et la politique de la ville intègrent au stade des discours, des rappels sur les enjeux, alors désormais plus du développement durable, mais de la transition écologique, et il y a toute une série d'opérations, de petits programmes qui sont lancés dans cette perspective. Il y a eu un programme par exemple qui s'appelle Quartier Fertile en direction de ces quartiers en rénovation urbaine, visant à promouvoir l'agriculture urbaine dans ces quartiers. Il y a une série dans les opérations de rénovation urbaine, une série de préoccupations sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, mais on est sur un léger verdissement de politiques qui sont construits autour d'autres référentiels anciens, conçus dès les années 90 et mis en place depuis les années 2000, sans véritable inflexion, sans véritable rupture qui serait à la hauteur des enjeux. Et de ce point, c'est d'autant plus regrettable, me semble-t-il, que il y a un enjeu absolument massif de rénovation thermique dans l'habitat, que on le voit, il y a des programmes qui sont mis en place en la matière, mais qui peinent à s'opérationnaliser. Pour dire les choses très clairement, faire de la rénovation thermique dans le pavillonnaire, faire de la rénovation thermique dans l'habitat privé, dans des copropriétés privées, on ne sait pas faire. On n'y arrive pas, en tout cas on s'en tient aujourd'hui à des opérations en nombre très très limité, et que à bien des égards les quartiers de grands ensembles sont les quartiers sur lesquels la rénovation, une politique de grande ampleur de rénovation serait la plus simple à mettre en œuvre. On a un habitat qui a été construit de façon standardisée, industrialisée. Il serait possible assez facilement de mettre en place là un programme là aussi avec une dimension industrielle et standardisée de rénovation énergétique, d'autant plus que on n'a pas des problèmes qu'on a dans l'habitat privé de faire se mettre d'accord des dizaines de copropriétaires. Là, vous avez des bailleurs sociaux dont le métier c'est d'emprunter sur 20, 30, 40 ans pour conduire des opérations. C'est leur cœur de métier. Ils seraient capables de changer d'échelle et d'organiser cette rénovation massive de centaines de milliers, voire de millions de logements. Et d'ailleurs, ils ne demandent qu'à le faire, mais il ne vous aura pas échappé que l'actualité de l'annonce du plan logement par Elisabeth Borne avant-hier nous rappelle que ce n'est pas aujourd'hui une priorité gouvernementale. On y reviendra un peu plus tard dans cet échange. Renaud Epstein, vous vous êtes intéressé pour votre travail de thèse, on le disait, à cette question de la rénovation urbaine et avec, si je ne me trompe pas, le rôle de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et la question de la démolition et de la reconstruction. On en parlait aussi, on sait que de plus en plus un impératif notamment lié
à la question écologique tendrait à faire avec l'existant, à réhabiliter des espaces bâtis, notamment pour les espaces centraux. Qu'en est-il des dynamiques actuelles qui concerneraient ces quartiers dits populaires, des espaces de la politique de la ville? Est-ce que c'est toujours la démolition-reconstruction qui est à l'œuvre, ou est-ce que la volonté de réhabiliter le bâti est aussi une dynamique qui se fait jour? Non, on est toujours bien dans une logique de démolition, alors qui est moins dogmatique que ce qui a pu être pendant la première décennie 2010, pendant le premier programme national de rénovation urbaine, où alors là, l'Agence nationale de rénovation urbaine avait une doctrine qui était la démolition et des démolitions massives, et en plus à une époque où les techniques même de démolition étaient pour le moins brutales, problématiques d'un point de vue environnemental. On faisait tout imploser, voilà. Avec le nouveau programme de renouvellement urbain qui a été lancé en 2014, l'injonction à la démolition massive est moins forte, mais ça demeure le cœur du référentiel de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et de tous les acteurs de cette politique. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas basculé, alors même que commence enfin à se faire entendre un certain nombre de voix qui alertent d'abord sur le bilan carbone de ces opérations de démolition et de reconstruction derrière. C'est digne d'une Coupe du Monde au Qatar, cette affaire. Sur le fait que ces démolitions ne permettent même pas d'atteindre les objectifs initiaux fixés en termes de mixité sociale et qui interrogent la nécessité peut-être de changer justement de perspective, peut-être pas nécessairement d'arrêter toute démolition. Il y a un certain nombre de bâtiments qui peut-être méritent de l'être, mais en tout cas de sortir de cette démolition systématique qui est à l'œuvre depuis maintenant près de 20 ans dans les quartiers de grands ensembles. Aujourd'hui, l'inflexion n'a pas eu lieu. Et c'est notamment le cas de certains bâtiments dans les quartiers. Je pense notamment à des centres commerciaux qui deviennent des tiers-lieux de ces quartiers actuellement, pris dans ces budgets de l'ANRU ou de la politique de la ville. Dans quelle mesure ces exemples, vous parliez tout à l'heure de quartiers fertiles, là on parle de tiers-lieux, d'animation, etc., d'animation sociale, dans quelle mesure ces dispositifs répondent aux deux enjeux de mixité sociale et de développement durable, est-ce qu'ils répondent toujours à ces enjeux-là? Et sinon, dans quelle mesure ça peut être des questions de marketing territorial ou de forme de valeur ajoutée à ces quartiers-là? Alors, il faut peut-être regarder opération par opération, et notamment les tiers-lieux d'un côté, les jardins ou l'agriculture urbaine de l'autre. Je pense pas qu'elles répondent toujours exactement aux mêmes objectifs. Alors, il faut bien voir que dans cette politique, comme dans nos Alors Renaud Epstein, on vous perd très légèrement. Est-ce que vous nous entendez? Les objectifs sont réalisés et suivant les territoires. Ah, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, là c'est mieux. Je pense que c'est un problème de réseau. Oui, je suis désolé. C'est les aléas du direct, ne vous en faites pas. Je me replace à un endroit où il n'y aura pas de zone. Oui, non, il me semble que les objectifs qui sont poursuivis par les acteurs publics dans le cadre de ces opérations sont multiples, comme dans nombreuses politiques publiques, et suivant les quartiers, suivant les villes, la hiérarchisation et l'articulation entre les différents objectifs sont pas toujours les mêmes. Je pense malgré tout que de manière générale, l'objectif de mixité sociale demeure l'objectif central qui guide à peu près toutes ces opérations. Maintenant, il peut y avoir d'autres objectifs qui prennent de l'importance dans certaines villes. Dans le cadre du programme Quartier Fertile, je ne pense pas que cela relève principalement d'un objectif de marketing territorial, même si ça peut dans certains cas être un des éléments, avec l'idée que ce verdissement des quartiers et cette promotion de jardins ouvriers
peut, dans l'esprit des aménageurs, contribuer à changer l'image des quartiers, leur redonner une certaine attractivité. Dans le cas des tiers-lieux, c'est là aussi sans doute assez différent. Dans l'objectif de mixité sociale est pas nécessairement central. L'objectif, en revanche, de fournir dans ces quartiers, d'introduire dans ces quartiers de la mixité fonctionnelle est sans doute plus prégnant. Mais là encore, il me semble qu'un même programme, une même opération peut, dans des contextes différents, être guidé ou s'inscrire dans des projets qui sont pas absolument identiques. Et puis dernière chose, et malheureusement c'est alors en matière de rénovation urbaine comme pour de nombreuses politiques territoriales, on a énormément de projets, d'actions, d'opérations qui sont sans véritable projet. Que on a une offre où on a des modes et on a des offres nationales et des villes qui s'engagent parce que là, à un moment donné, il y a un guichet, faut répondre à un appel à projet, c'est l'opportunité d'avoir 100 000 euros, 1 million d'euros en plus. On y va. Et une fois qu'on a décroché l'argent, on verra bien. Et alors justement, Renaud Epstein, sur ces modes de conduite, finalement, de pilotage de ces opérations concernant les quartiers dits populaires, pour engager la transition, est-ce que vous voyez un infléchissement dans les normes et contraintes qui sont décidées par l'État? Vous êtes notamment intéressé vous avez formulé ce concept de gouvernement à distance. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours opérant aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez préciser pour nos auditeurs ce que vous entendiez par là? Ouais. Alors, cette idée du gouvernement à distance que j'avais théorisée justement à partir de l'étude de la rénovation urbaine et de l'Agence nationale de rénovation urbaine, pour résumer ce qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'au début des années 2000, on assiste à des mouvements assez paradoxaux avec d'un côté un retrait des services de l'État des territoires à la faveur de la révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy qui conduit à la fermeture de toute une série de services de l'État à l'échelon déconcentré, avec parallèlement aussi l'approfondissement de la décentralisation et donc l'État qui donne toujours plus de compétences aux villes en leur disant voilà, on vous donne les clés du camion, c'est à vous maintenant, vous êtes grande, 20 ans après la première décentralisation, de conduire vos politiques, et donc un État qui n'est plus dans ce qui avait été un peu le mode de gouvernance territoriale des années 80, des années 90, avec un système vraiment très horizontal de négociation et de partenariat entre l'État déconcentré autour du préfet et les collectivités territoriales. On a à partir du début des années 2000 un État qui est de moins en moins présent dans les territoires, mais qui, en même temps, qui redonne finalement apparemment toute la responsabilité aux élus locaux pour concevoir des projets, conduire des politiques, finalement retrouve des capacités d'orientation à distance, des politiques librement décidées par les collectivités, et ce notamment par de nouvelles modalités d'allocation des budgets qui sont fondées sur la mise en concurrence des territoires. C'est l'instrument de l'appel à projet qui s'est imposé comme un mode désormais assez banalisé d'allocation des budgets de l'État. Qu'est-ce que c'est qu'un appel à projet? C'est un État qui lance un programme, met de l'argent dans une cagnotte et dit voilà, j'ai pas assez d'argent pour couvrir tout le territoire. Je sais ce que je veux faire, mais je vais pas vous dire très précisément comment y arriver, et j'invite toutes les villes à me proposer des projets pour atteindre les objectifs que moi je fixe, et je n'attribuerai ces projets qu'à ceux qui me font des réponses convaincantes. Et avec cet instrument, finalement, toutes les collectivités ou toutes les villes sont mises en concurrence pour l'accès au crédit de l'État, et très vite, les villes ont compris que pour avoir accès justement au budget de l'État, pour être en capacité d'agir, il fallait proposer des projets qui répondaient précisément à ce qui était attendu. Et donc, les collectivités sont libres, plus libres qu'elles l'étaient par le passé, mais dans un cadre qui est toujours plus contraint, qui les incite à se conformer à ce qui est attendu de l'État. Et donc voilà, un État qui n'est plus là dans les territoires, mais en s'en retirant, qui retrouve des capacités d'orientation. Voilà un peu pour le concept, et ça, je l'avais théorisé à partir de la rénovation urbaine et de l'allocation budgétaire. Depuis, j'ai conduit une série d'autres travaux, et je pense que ça a fait assez écho à ce qu'on a pu observer dans les années 2010 sur les politiques de développement durable, dans lequel on a vu ce
multiplier d'autres instruments de gouvernement à distance, qui sont notamment tous les labels, les trophées, dans lesquels l'État n'alloue plus de l'argent, mais il alloue des honneurs. Il va aller distinguer des villes qui sont érigées en modèle et essayer par ce biais aussi d'organiser la dissémination d'un certain nombre d'actions, de modes d'action, d'innovation dans l'ensemble des territoires, et ça sans avoir maintenant encore besoin d'être présent, de coproduire des politiques à l'échelon territorial. Eh bien, Renaud Epstein, hélas, et comme d'habitude, le temps file trop vite. On aurait aimé vous poser d'autres questions, mais ce sera l'occasion d'une future discussion peut-être. Et on vous remercie beaucoup pour votre participation, et puis à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Merci pour l'invitation. Radio Anthropocène.